La Sicile, terre bénie des dieux, qui entra de plein pied dans l'histoire au lendemain de la guerre de Troie, lorsque les malheureux vaincus quittèrent la cité légendaire pour se réfugier aux confins de leur monde, sur cette grande île mystérieuse qui semblait resserrer la mer à l'ouest de la Grèce et dessinait alors la limite entre le monde civilisé et les terres barbares, peuplées de créatures fabuleuses et de monstres sanguinaires. Là, ces réfugiés s'établirent, repoussant les petites sociétés autochtones plus loin dans les terres. Ils importèrent la civilisation et tout ce qui allait avec, les cultures, les techniques, les arts et les lettres. Ils bâtirent des villes, des théâtres et de somptueux temples pour plaire à leurs dieux, ceux-là même qui avaient créé cette Méditerranée poissonneuse et les magnifiques terres qui l'enserraient, berceau des hommes et de la civilisation. C'est donc en plein âge du bronze, vers 1400 avant Jésus-Christ, qu'une imposante colonie, fuyant Troie dévastée, fonda Ségeste, la toute première cité grecque de Sicile. Ces Grecs choisirent d'implanter leur nouveau royaume dans un paysage vallonné, au cœur de la partie occidentale de l'île, une région très fertile qu'ils allaient rapidement transformer en un immense terroir cultivé. Durant les siècles qui suivirent cette implantation, Ségeste s'affirma comme une des grandes cités du monde antique, comptant, à son apogée, plus de 10 000 habitants. Sa notoriété était alors grande. Quoi? J'ai eu le même effet la première fois que je suis arrivé devant ce monument. Je suis resté ébahi. En fait, c'est quand même tout à fait paradoxal. Parce que pour moi, les temples grecs, c'est en Grèce, c'est pas en Sicile. C'est ce que je pensais. Mais la première fois que je suis venu ici, sur cette terre de Sicile, lors d'un de mes périples, je me suis aperçu que c'était le contraire. C'est en Sicile qu'on retrouve les plus beaux temples grecs et non en Grèce. Celui-là est vraiment majestueux. Je suis sûre que c'est un des plus grands qui soit sur cette terre. Bonne analyse. C'est vrai que le temple de Ségeste fait partie des plus grands temples de cette île. Mais il y en a un autre qui est encore plus énorme, tu vois, Saint-Langin. En tous les cas, au 5e siècle, il devrait vraiment avoir fière allure, dressé sur sa colline en l'honneur de ces dieux grecs. C'est vrai que c'est tombé un petit peu dans l'oubli, ça. On ne vénère plus les dieux aujourd'hui. Alors qu'il faudrait peut-être restaurer ce magnifique temple, lui donner un peu de couleur au goût du jour, pourquoi pas. Et puis, tu sais, avant toute chose, c'est un lieu de culte. Mais oui. Oui, donc il faut recréer et restaurer les cultes dits païens, avec les dieux liés au soleil, au nuage, à la pluie, au vent, et aussi au vin, bien sûr. On pourrait commencer par Zeus, tiens. Le dieu des dieux, évidemment. Ou pourquoi pas Dionysos. Ou alors, le dieu Pan. Pan. Peut-être en faisant le tour du propriétaire, on va pouvoir les rencontrer. Peut-être. Il est très très grand. Imposant, hein? Comme tous les temples grecs, celui de Ségeste fut bâti selon le mystérieux nombre d'or. Un outil mathématique qui permet de définir une proportion optimale à l'esthétique quasi divine. 2500 ans après son érection, et malgré les outrages du temps, ce temple continue d'impressionner les visiteurs. Il se dégage de ses murs mis à nu une puissance et une majesté incroyables. Et l'on comprend aisément que ces constructions monumentales aient inspiré bien des courants architecturaux sur des siècles et des siècles. On devine aussi, à travers ces architectures colossales, toute l'importance de la religion et des rites cultuels dans ces sociétés antiques.
Au-dessus du temple, à flanc de colline, se trouve un autre monument fondateur de la société grecque de l'Antiquité, le théâtre. Il était alors l'un des édifices incontournables de la cité, servant tant au divertissement du peuple qu'aux réunions publiques et aux assemblées de citoyens. Il était le cœur palpitant de la cité, un lieu où s'exerçait le pouvoir et la politique, mais qui demeurait totalement intégré au temple et à ses festivités cultuelles. C'est une indicible douleur, ô reine, que tu m'ordonnes de renouveler en me demandant comment les Grecs ont abattu la puissance de Troie et son royaume à jamais lamentable. C'est ces récits de Myrmidon ou des Dolopes ou des soldats du cruel Ulysse qui retiendraient ces larmes. Et puis déjà, l'humide vapeur de la nuit s'éloigne rapidement du ciel. Les astres qui déclinent nous conseillent de dormir. Eh bien, dis donc, quel artiste! Mais enfin, c'est là qu'il faut que tu ailles, c'est au centre de la scène. C'est de là qu'on entend le mieux. Et puis c'est de là que l'acoustique est la meilleure. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais là, je ne suis pas dedans. Et puis j'ai le temps. J'ai le temps de bien réfléchir, de bien éloquer. Et puis en même temps, les convives ne sont pas là. Le banquet n'est pas prêt. Avemo tutto tempo. On prend le temps, qui va piano va sano. Qu'est-ce qu'il est beau ce théâtre. Et tu sais d'ailleurs que le théâtre était un des monuments principaux d'une cité grecque. Au début de la construction des cités. Du moins, à partir du 5e siècle, chaque ville grecque possédait son propre théâtre. C'est vrai. Et il était toujours situé en dehors de la ville et en position dominante. Est-ce que tu sais pourquoi? Par rapport à la vue, non? Oui, parce que la vue faisait partie du décor. Et ces Grecs de l'Antiquité avaient un vrai sens de l'esthétisme et ils plaçaient toujours leurs monuments aux meilleurs endroits en fait, pour orner l'horizon. Et leur théâtre, là où l'œil serait le plus ému par le panorama. Ah, c'est joliment dit, ça. Eh bien, c'est de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, il est venu ici? Oui. Quel vagabond, celui-là. Il est venu ici à ses gestes. Et il a dit d'ailleurs de ce temple que la personne qui avait choisi cet endroit était une personne de génie parce qu'il avait trouvé le point exact où il pouvait animer à lui seul l'immensité du paysage. Tu sais, je vais te dire une chose. J'imagine tous les spectateurs comme moi ici en regardant la scène. Et là, je rêve. Paysage magique, l'agriculture, les vignes, la mer. J'écoute plus rien. Tu exagères quand même. Au 5e siècle, le théâtre était composé d'un orchestre qui était situé entre la scène et les spectateurs. Et puis il y avait l'orateur qui clamait des chants en l'honneur des divinités. Et puis il y avait les spectateurs tout autour qui se laissaient bercer par la musique. Mais plus tard, au milieu du 5e siècle, il y a quelqu'un qui a révolutionné le théâtre. Échille, puisqu'il a introduit plusieurs personnages et en fait il a inventé le jeu théâtral. Donc il y avait un seul orateur. Et oui, c'était une question de mode. Mais Échille a révolutionné le théâtre et l'a fait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus populaire. Un orateur, ça devait être un peu ennuyeux. Oh, pourquoi pas? Je nous imagine là, toi en tant que reine et moi en tant que roi, à oratorier ici. Peut-être toi, mais pas moi. Mais pourquoi? Parce que les femmes ne pouvaient pas aller dans les théâtres. C'était une affaire d'hommes. Ici, il n'y avait que des barbes. Il n'y avait pas de femmes ni sur les gradins, ni sur la scène. Non, les femmes étaient interdites de manifestations publiques. Elles devaient rester à la maison et s'occuper des enfants. C'était son seul rôle social. À moins qu'elles soient esclaves, mais ça, c'était encore autre chose. C'était déjà pas mal, mais ils étaient quand même durs à l'époque. C'était très dur, oui. Mais il faut savoir que dans les cités grecques, tu avais les métèques, les étrangers, les citoyens et les esclaves. Et tous avaient une importance différente dans la ville. Par exemple, les femmes des étrangers n'étaient pas juridiquement protégées contre le viol. Tu imagines un peu? Et les métèques? Les métèques avaient une autorisation de séjour dans la cité. Mais par contre, ils avaient moins de droits que les citoyens, bien évidemment, mais ils avaient un statut supérieur à celui de l'étranger de passage. On peut se considérer comme des métèques. Oui. Parce qu'on est autorisé à regarder ce magnifique théâtre avec une vue... Une vue incroyable. Sensationnelle même. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien te voir sur scène. Et ce mica il faut que je travaille plus. Montre-moi ce que tu sais faire, allez, lance-toi. C'est une indicible douleur, ô reine, que tu m'ordonnes de renouveler. Je vais y arriver. Un peu de courage. Allez, allez. J'ai hâte de voir ça. Allez, je me lance. C'est une indicible douleur, ô reine, que tu m'ordonnes de renouveler en me demandant comment les Grecs ont abattu la puissance de Troie et son royaume à jamais lamentable. C'est ces récits des Myrmidons, des Dolopes ou des soldats du cruel Ulysse
qui retiendrait ses larmes. Et puis déjà, l'humide vapeur de la nuit s'éloigne rapidement du ciel et les astres qui déclinent nous conseillent de dormir. Virgile. C'est bien. Malheureusement pour toi, mon cher Paul, le théâtre aujourd'hui ne rend guère hommage à ton talent d'orateur. Le site reste certes grandiose, mais il manque la scène, les gradins, une partie des tribunes qui conféraient à ce théâtre antique sa parfaite acoustique. Le temple en contrebas n'est plus, lui aussi, que l'ombre de ce qu'il était au temps où la cité de Ségeste rayonnait sur toute la Sicile. Il ne reste en réalité que le péristyle, c'est-à-dire la partie ouverte délimitée par une colonnade. Au centre se trouvait jadis la partie fermée du temple, la salle qui abritait l'autel et la statue de la divinité vénérée, mais tout cela s'est dilué dans le temps. Bien sûr, ces ruines sont imposantes et possèdent une certaine magie liée à leur ancienneté, mais elles ne permettent guère d'évoquer toute l'importance de la ville antique, avec ses maisons privées et ses espaces publics, ses voies de circulation, ses imposants remparts dont les textes nous disent qu'ils étaient ornés de 2 portes de bronze monumentales. Ségeste a connu un âge d'or, mais aussi une période de déclin liée aux guerres fratricides entre les différentes cités de Sicile. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, sur la côte, se trouve Sélinonte, une autre cité grecque longtemps rivale de Ségeste. Sélinonte était une ville côtière de grande importance, comptant pas moins de 10 temples réunis dans l'acropole de la cité ou alignés en bordure de falaises face à la mer. Fondée vers 650 avant Jésus-Christ, cette colonie avait connu une prospérité exemplaire sur 2 siècles et demi, abritant à son apogée jusqu'à 80 000 habitants. Elle se trouvait alors au cœur d'importants réseaux d'échanges maritimes en Méditerranée, exportant notamment le blé produit sur son immense territoire agraire en direction des autres cités, grecques ou carthaginoises. De cette belle prospérité, il ne reste aujourd'hui que les temples, dont certains restaurés par les archéologues offrent une image fantôme du passé. Mais lorsque Guy de Maupassant visita les lieux en 1890, il ne vit que des amas de pierres informes d'où émergeaient, ci et là, des fragments de colonnes et ne pouvant intéresser, selon lui, que les archéologues ou les âmes poétiques. Il n'y a quand même pas rien là. Tu te rends compte, on est à l'intérieur d'un des monuments les plus spectaculaires de toute la Sicile. Hein. C'est vraiment magnifique. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus représentatif de l'image que j'avais de ces villes antiques, avec la mer à proximité. Et ce temple dorique de Sélinonte, c'est l'un des plus gros que l'on puisse avoir sur ce territoire. Hein. Le temple dorique. L'ordre dorique, c'est vrai que c'est relativement simple. Regarde ces colonnes. Ils ont quand même des lignes épurées, il y a 20 cannelures, il n'y a pas d'embase. Et le haut de la colonne, l'échine,
et toute simple et pas sculptée comme on peut voir dans l'ordre corinthien, tu sais, avec les feuilles d'acanthe. Là, Ouais, c'est ouais. tout simple. Ou l'ordre ionique aussi avec les volutes. Ouais. Et ouais. Mais quand tu regardes cette taille, imagine, hein, un tout petit au milieu, ben, tu penses à l'origine, à la cité de Sélinonte, elle était énorme. Et donc la cité de Ségeste est venue jusqu'ici détruire Sélinonte. Alors, Ségeste a attaqué Sélinonte, mais il y avait les Carthaginois qui, à l'époque, ont joué un rôle prépondérant dans la prise de la cité de Sélinonte. Parce que les Carthaginois, ils sont intéressés par le bord de mer. Comme ça, ils peuvent contrôler le transport maritime. Ouais. Et donc, ils vont profiter que Ségeste va se dresser contre Sélinonte pour devenir les alliés de Ségeste. Et là, ils vont détruire et raser la ville. Mais pourquoi est-ce que les Grecs de Ségeste en voulaient tant aux Grecs de Sélinonte? Alors, bien sûr, la cité de Ségeste est une des premières cités de Sicile. On est en 1400 avant Jésus-Christ, on construit la cité de Ségeste. Plus tard, vont être édifiées d'autres cités sur le pourtour de la Sicile. Et il y a une cité qui s'appelle Mégare, qui est au nord de Syracuse. Et là, la cité grandit. Donc il faut de la place. Et ceux de Mégare vont chercher un autre emplacement stratégique et vont venir ici, à Sélinonte, pour construire la ville. Donc ce sont des Doriens qui arrivent ici. Ensuite, la cité va prospérer. Au début, il y a une bonne entente avec la cité de Ségeste. Il y a des échanges commerciaux, puisque le territoire est grand, tout le monde travaille. Donc il y a plein d'échanges. Petit à petit, la cité de Sélinonte va grandir. Et il y a plein de conflits en Méditerranée, il y a notamment la piraterie. Et là, il y a des réfugiés de ces conflits qui vont chercher des terres d'accueil. Et ceux de Sélinonte vont accueillir un certain nombre de réfugiés. Donc la cité va grandir. Et là, ceux de Ségeste ils vont s'interroger sur comment ils vont faire, puis si la cité grandit, et si elle devient une cité très importante, ils vont avoir du mal à vivre ici. Donc ils vont rentrer un petit peu en conflit. Et là, ils vont chercher comme alliés les Carthaginois. Et avec les Carthaginois, ils vont réussir à prendre cette cité. Bien entendu, la cité de Sélinonte, c'est une cité fortifiée, quasiment imprenable. Mais comme dans toutes les batailles, il y a toujours un traître qui va ouvrir les portes la nuit. Donc les Carthaginois vont rentrer à l'intérieur de la cité et vont tout saccager. Il va y avoir plus de 16 000 tués quand même. Et 5 000 personnes vont être capturées et vont être même déportées à la pointe occidentale de la Sicile. Et les autres, ils vont réussir un petit peu à s'enfuir. Enfin, ça a été un véritable carnage, 16 000 morts. C'était pas rien. Ensuite, bien sûr, la cité, elle est abandonnée, les Carthaginois s'en vont. Et quelques siècles plus tard, c'est Syracuse, la grande cité de Syracuse, qui va rebâtir la cité de Sélinonte. Donc la cité va devenir encore une fois prospère. Et ensuite, vont arriver les Romains. On est en moins 241 avant Jésus-Christ. Et les Romains arrivent un petit peu partout. Et ceux de Sélinonte, pour ne pas laisser la cité entre les mains des Romains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont complètement la détruire. Et vont aller se réfugier à Carthage. Les rapports ont changé. Les Carthaginois et ceux de Sélinonte ont de meilleurs rapports. Et donc, ils vont les héberger et ils vont les accueillir à Carthage. Enfin, ils sont venus, ils ont tout rasé, sauf ce temple, visiblement. Mais tu sais quoi, à mon avis, ils ne devaient pas avoir beaucoup de respect pour les dieux. Je te dis une chose, c'est que ce temple il a été tout reconstruit par les archéologues. Et grâce à eux, aujourd'hui, on peut comprendre comment a été construit un temple. C'est magnifique. J'adore. Et oui, Paul, tu as raison. Les archéologues ont rendu un peu de splendeur à ces ruines, tout en respectant scrupuleusement les caractéristiques architecturales de ces temples du 5e siècle avant Jésus-Christ, tous édifiés selon un même modèle. Comme à Ségeste ou ailleurs, on retrouve la plateforme en gradin qui sert d'assise aux colonnes et que l'on appelle le crépi, la colonnade qui entourait jadis la pièce fermée et une partie de la structure qui surmontait ces colonnes, l'architrave, la frise et la corniche, et qui supportait en façade le fameux fronton triangulaire sur lequel se posait la toiture. Le tout était bien entendu peint de couleurs vives, notamment la partie haute, qui était souvent de couleur rouge. Les temples étaient avant tout des lieux de festivité et de gaieté, et il fallait qu'ils se voient de loin et qu'ils plaisent aux dieux par la richesse de leur ornementation. Une des particularités du site archéologique d'aujourd'hui est que les temples y sont définis par des lettres alphabétiques. Cela est dû au fait que les historiens aujourd'hui ignorent le nom des dieux auxquels chaque édifice était jadis rattaché. Les rares textes connus font état de quelques divinités vénérées dans la cité, comme Zeus, Héra, Hermès ou Athéna.
mais il leur est bien difficile de savoir avec exactitude où se trouvait chacun de leurs temples respectifs. Seule la tradition désigne le plus grand de tous comme étant le temple de Zeus, le dieu suprême, père de l'Olympe. Et... Attention, tu vas tomber. Tombez moi, jamais. Et tu vas te retrouver coincé entre les blocs. Tu sais, il y a des Grecs qu'on n'a jamais retrouvés. Mais en attendant, ce qui est bien effondré, c'est ce temple. Ah ça, il est vraiment resté dans son jus, hein. Il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Mais c'est effroyablement grandiose. Moi, je trouve ça presque joli. Tout cet amoncellement de rochers faisant face à la mer, je trouve qu'il se dégage une vraie esthétique de cet endroit. Ouais, une esthétique de guerre. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Il ne faut pas voir là un simple amoncellement de rochers, c'est une montagne d'émotions. Ouais, c'est vrai. En attendant, ce temple qui était dédié à Zeus, qui épousa Héra, sa sœur, était le plus important de toute la Grèce antique. Et bien entendu, il n'a jamais été reconstruit, parce qu'il a été détruit par les Carthaginois. Bon, en même temps, je comprends les Grecs. Parce qu'arriver là et de voir un tel chantier, ça devait pas être évident. Parce que tout a été brisé en 1000 morceaux. J'imagine que du coup, les dieux grecs n'ont pas dû être très contents du résultat. En même temps, lorsque les Carthaginois arrivent pour détruire la cité, ils ne se posent pas la question des anciens cultes et des anciens dieux que les Grecs vénéraient, hein. Déjà, eux vénéraient d'autres dieux, hein. Amon, Baal, Tanit, le jour, la nuit, le soleil, la pluie. Baal, mais c'est pas un ancien dieu sumérien, ça? Et il était bien plus que sumérien. Il ne faut pas oublier une chose. Les Carthaginois ont fondé la cité de Carthage, et avant tout, ce sont des Phéniciens qui sont partis de Tyr. Tyr, c'est au sud du Liban. Et là-bas, bien entendu, on vénère d'autres dieux, hein, des dieux du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et à l'époque, Baal est considéré comme un dieu très cruel. Et d'ailleurs, Diodore de Sicile, l'auteur, dit qu'en 310 avant Jésus-Christ, 310 c'est une date phare, les Grecs de Syracuse vont s'emparer de Carthage. Donc on met le siège de Carthage, des navires, des galères tout autour de la ville, et la population elle a peur. Et qu'est-ce que va faire la population? Le peuple va s'en remettre aux prêtres. Ils vont dire, voilà, faites-nous quelque chose. Et les prêtres disent, vous voulez être sauvés, donc il faut faire des sacrifices. Donc les prêtres vont tout organiser. Dans un premier temps, ils vont construire un énorme bal de bronze, immense, qui va être installé sur la place centrale de la cité de Carthage. Et à l'intérieur, ils vont entretenir un brasier immense. Et là, ils vont récupérer 500 enfants de la noblesse de Carthage. Et la statue de bronze, elle avait un bras articulé. Elle attrapait les enfants encapuchonnés de noir et les balançait vivants directement dans la gueule béante du dieu Baal. Mais c'est horrible! Et c'est bien sûr sous le regard d'une foule qui était ivre de folie démente et de folie meurtrière. C'était le chaos quasiment. Bah, tu crois pas que Diodore de Sicile a un peu exagéré, a raconté tout ça pour ternir la réputation des Carthaginois? Parce que bon, ça se fait souvent ça, hein. On accuse ses ennemis des pires atrocités pour justifier les guerres et les génocides. Et Diodore de Sicile, il a dû probablement exagérer, comme aujourd'hui. Quant à Baal, dieu si cruel, si craint de tout le monde, dieu des dieux, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, le résultat, c'est que Carthage est tombé aux mains des Syracusains. Et Baal est rentré chez lui. Et ici, Zeus et Héra, qu'à nous battre, hein? Ils ont dû probablement se disputer, faire une scène de ménage. Oui, une scène de ménage, oui, sûrement. Ah, c'est Dieu, quelle catastrophe. C'est que les dieux grecs souffraient des mêmes défauts que les hommes. Ils étaient, comme eux, victimes des mêmes péchés, s'adonnant à la jalousie, la vanité, la haine. Dans la mythologie grecque, le monde existait grâce aux titans, qui contrôlaient l'univers, le temps, la lumière. Zeus, fils du titan Chronos et de sa sœur Rhéa, est à l'origine de l'Olympe. Il est le père de nombreux dieux et déesses, mais aussi de nombreux héros nés de ses amours avec des mortels. Mais pour s'imposer, Zeus débuta sa vie en évinçant son cruel père et en renversant le pouvoir des titans. Ainsi, la jalousie, la trahison, la guerre se trouvent à la genèse même du monde. Ils en sont les véritables moteurs.
Et toutes les péripéties divines qui suivirent la création de l'Olympe ne firent que confirmer cette naissance chaotique et barbare. Les hommes ne firent en réalité rien de plus que de ressembler à leurs dieux, s'embourbant comme eux dans des conflits interminables pour acquérir du pouvoir et le droit de régner sur des portions de territoire. Alors oui, Paul, ces temples sont à l'image de leurs dieux. Ils expriment tant l'habileté que la vanité, le génie humain et sa monstruosité. Et nous racontent en définitive que sur cette terre, rien de ce que construit l'homme n'est éternel. Sur la côte sud de la Sicile, un site antique est mondialement connu pour abriter parmi les plus beaux vestiges de la civilisation grecque. Le site d'Agrigente et sa fameuse vallée des temples. Nommée à l'époque de son apogée, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la plus belle des cités mortelles, Agrigente était alors la plus brillante et la plus prospère des villes de l'Occident hellénique, rivalisant avec Athènes, Antioche ou Alexandrie. Son armée était puissante, mais c'était surtout dans le domaine des arts, de la philosophie et des sciences qu'Agrigente rayonnait à travers toute la Méditerranée. Riche des ressources de sa plaine agricole et des revenus liés au commerce maritime, la cité possédait alors plus de temples qu'il n'y en avait sur l'acropole athénienne. Aujourd'hui encore, cette cité d'Agrigente se distingue par ses temples, leur nombre bien sûr, mais surtout leur état de conservation assez extraordinaire. Car à la différence de bien des cités grecques, de nombreux temples ici sont encore debout. Cela tient en partie au fait que les Romains ont reconstruit la cité après les guerres puniques et la conquête de la Sicile. Ils avaient décidé de faire d'Agrigente l'un des grands ports commerciaux de leur empire. Et comme ils vénéraient les mêmes dieux que les Grecs, ils rebâtirent les temples à l'identique, conservant jusqu'aux statues auxquelles ils donnèrent des noms romanisés. Entièrement détruite au temps des guerres avec Carthage, Agrigente connut donc une seconde prospérité à l'époque romaine, une résurrection qui permit à ces monuments du 5e siècle avant Jésus-Christ de traverser les époques jusqu'à nous. Où tu étais? Je suis passé chez mon ami Achille. Achille. Eh oui, bon commerçant, regarde ce que j'ai trouvé. Le Kilix. C'est joli. Il est beau, hein? Regarde. C'est pas mal ces couleurs. T'es. Moi j'aime bien. Là, c'est pour faire le symposium. En l'honneur aux dieux, il faut bien leur donner du vin, non? Ah oui. Quand on regarde dans ce dédale de pierre, on s'imagine bien comment était la grande cité d'Agrigente. Hein? Oh oui. Parce qu'Agrigente, elle a connu de bonnes heures de gloire hein, avant d'être détruite par les Carthaginois au 5e siècle. C'était une grosse ville, hein. Il y avait plus de 100 000 habitants ici. Hein. Et c'était la rivale de la cité de Syracuse, qui aujourd'hui, Syracuse, elle est un peu urbanisée, mais celle-ci, elle est restée dans son aspect primitif. En tous les cas, on est bel et bien sur les traces du grand Alexandre Dumas. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi? Elle est venue ici, Dumas? Mais oui, il est venu en Sicile. Il a d'ailleurs laissé de très jolis écrits sur la Sicile. Il a parcouru les villes, il a visité les temples, et il est même monté tout en haut de l'Etna. Avec les trois mousquetaires. Hein. Non. Alexandre Dumas, c'était un de ces auteurs du 19e siècle. Il faisait partie des aristocrates qui, à la fin de leurs études, partaient à la découverte de l'Europe. Et ils partaient faire le grand tour, comme disaient les Anglais, le Grand Tour. Et ils descendaient jusqu'en Italie. Et bon, alors, la plupart se sont arrêtés à Naples. Mais lui, il faisait partie des courageux. Il est descendu jusqu'en Sicile. Ah ouais, donc il est bien venu ici, dans ce magnifique temple de Zeus. Bah oui, exactement. Parce qu'il était énorme à l'époque. T'imagines ça, la taille qu'il devait avoir? Il devait faire plus de 100 mètres sur 50 mètres de large. Ouf. Et 20 mètres de hauteur, avec tout autour des grandes statues là, d'hommes de pierre qui soutenaient la toiture. Ça devait être beau.
Mais on a une idée de la façon dont ils ont construit ces temples immenses. Déjà, il y avait de bons architectes. Après, il fallait de la main-d'œuvre, bien sûr. Et quand tu vois toutes ces colonnes, mais si tu regardes bien, ces colonnes, elles sont en bout de colonnes. Oui, c'est des morceaux. Donc, on mettait les morceaux, on les assemblait. Et au fur et à mesure qu'on montait vers la toiture, on mettait de la terre ou du sable. Donc, on remplissait, on rehaussait le niveau du plancher, on arrivait à la toiture. Et en même temps, il y avait des roues de levage, il y avait des grues antiques qui permettaient de réaliser de tels ouvrages. Donc tu veux dire que à la fin de la construction, ils devaient enlever la terre ou le sable de l'intérieur du temple. C'est ça, il fallait du temps et aussi beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, il y avait toutes les techniques de construction, des grues antiques, des roues de levage, pas mal de choses pour réaliser ces majestueux temples. En même temps, Agrigente était une grande puissance. Et puis finalement, patatras, les Carthaginois en raison de la ville. Et après, bien entendu, les Syracusains vont la reconstruire quelques siècles plus tard. Mais Agrigente, ils étaient puissants. Un temps, ils l'ont été. Ils avaient une grande flotte. Et ils ont réussi même à battre les Carthaginois en 480 avant Jésus-Christ, lors de la bataille d'Hymère. Et après, bien sûr, ils ont perdu. Et la cité, elle s'est effondrée. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. C'est vraiment chargé. Chargé de pierre, on dirait une carrière. Chargé d'émotions. Je ne le fais pas dire. Dionysos, Ah bah oui, je l'attendais celle-là. à Zeus. Ah, Dionysos, mon cher Paul, dieu de la vigne, du vin et des excès, de la folie et de la transe. Tu as bien raison d'évoquer son nom, car il fait partie des dieux les plus importants de la religion grecque, même si aucun temple d'Agrigente ne lui est consacré. Cela n'est pas surprenant en réalité. Le temple premier de Dionysos était le théâtre, et tous les théâtres de l'Antiquité grecque possédaient son autel dédié à Dionysos en avant de la scène. Dionysos était aussi le dieu qui avait offert aux hommes la musique et la danse, la satire et la tragédie. À l'époque grecque, Dionysos possédait également ses propres festivités qui se déroulaient en dehors du temple, à des moments clés de l'année, comme durant le solstice d'hiver par exemple. Il associait la fête et la fécondité, l'abondance agraire et l'enivrement. C'était un dieu civilisateur, adopté par de nombreux peuples aux quatre coins de la Méditerranée, depuis la Perse jusqu'à Carthage. À l'époque romaine, le culte de Dionysos, devenu Bacchus, s'entoure un peu plus de mystère. Il se pratique davantage à l'abri des regards, dans des lieux secrets comme des cavernes, et prend souvent l'apparence d'orgies débridées où tous les excès semblent permis. C'est ce Dionysos-là, à la face rouge surmontée de cornes, habillé d'une peau de chèvre, que la religion chrétienne combattra sans relâche, comme le plus satanique des dieux païens. Voilà, c'est comme ça que je les aime, les temples. Celui-ci, c'est mon préféré. Il est entre le temple tout ruiné, avec les colonnes par terre, et le beau temple, tu sais, avec toutes ces colonnes bien représentées, le fronton. Et là, tu es vraiment dans le contexte de l'époque. Les Carthaginois, ils sont passés, ils ont détruit la moitié. Ils n'ont pas eu le temps de détruire le reste, ils sont partis pour d'autres histoires et d'autres aventures. Et on a ce beau temple dédié à Héra la méchante. Et ensuite, les Romains, lorsqu'ils sont venus ici en Sicile et qu'ils ont battu les Syracusains, ils ont reconstruit tous ces temples. Et là, ils l'ont dédié à Junon, le pendant de Héra chez les Grecs. Eh bien, Alexandre Dumas nous parle de ce temple de Junon. Et il dit que c'est à l'intérieur qu'il était suspendu le fameux tableau de Zeuxis, chanté par Aristote. Zeuxis, c'était qui lui? Un guerrier, un héros? Mais non, Zeuxis, c'était un artiste peintre. C'était un des plus grands artistes de tout son temps. Et Zeuxis, figure-toi qu'il avait fait défiler plus d'une centaine de femmes nues et il avait choisi parmi elles les 5 plus belles pour réaliser sa fameuse déesse. C'est une déesse parfaite, en fait, qui réunissait les 5 qualités de ces femmes. Et son œuvre a eu un tel succès qu'il a été invité par les tyrans des cités de Syracuse et de Crotone pour faire la même chose.
Alors il a fait exactement la même chose. Il a fait défiler des femmes, il a choisi les 5 plus belles et il a ainsi créé son Hélène de Crotone ou sa Vénus de Syracuse. Elle n'était pas bête, hein, ce exercice-là. Hein. Ça maligne. Et est-ce qu'il ne resterait pas des œuvres de ce peintre hein? Zeuxis a quand même vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on dit que c'était l'artiste peintre le plus talentueux de toute la Grèce antique. Alors lui, par contre, il jouait avec les ombres et lumières, les couleurs, avec les perspectives. Mais alors malheureusement, toutes ses œuvres ont été détruites et il était connu vraiment que des critiques de son époque. Mais par contre, il a eu beaucoup de succès. Le clair-obscur, hein, un Caravaggio antique. Hein. En quelque sorte, oui. Et moi, tu vois, je me verrais bien. Je pense toujours être un héros, un semi-dieu, un dieu, un Poséidon, un Persée. Mais finalement, un peintre, c'est pas mal. Hein. Ça m'irait bien. Hein. Tu sais, parcourir toutes ces cités Ouais. avec des modèles. Bon, moi, je ne prendrais pas 5, 50. Hein. Ouais, voilà. Et pour peindre les plus grandes belles dames de Sicile. Allez, on bouge pas. Hein. Surtout pas bouger, même pas les yeux. Hein. Voilà, la concentration, de la prestance. Hein. De temps en temps, un petit clin d'œil. Pas mal, hein. Tu aurais pu, hein. Quel dommage en réalité que toutes les œuvres de ce fameux peintre furent perdues. Lui, que ses contemporains présentaient comme un des grands maîtres de l'art du trompe-l'œil. Pline l'Ancien raconte d'ailleurs une étrange histoire à ce sujet, celle d'un duel avec un autre peintre célèbre, un dénommé Pharasios. Pour le plaisir d'un grand roi, les deux peintres se mirent d'accord pour réaliser chacun la plus parfaite des fresques. Le jour venu, Zeuxis leva le rideau sur son œuvre, dévoilant au jury la représentation d'une coupe de fruits avec des poires et du raisin. Soudain, attiré par les grains, un oiseau qui cherchait à se nourrir vint percuter le mur peint devant le jury médusé. Quand vint le tour de Pharasios, celui-ci se tourna vers le rideau qui masquait sa fresque. Mais au lieu de le soulever, le peintre resta immobile pendant de longues minutes. Le jury finit par s'impatienter, jusqu'à ce que l'un de ses membres s'approcha du mur. Il se rendit alors compte que le rideau qu'il observait était l'œuvre du peintre, si réaliste que tous s'étaient laissés prendre. Nul ne sait vraiment si cette histoire est véridique, mais elle exprime bien tout le raffinement artistique de la Grèce antique et tout le génie de ses artistes, en quête d'une perfection absolue. Cette perfection se retrouve aussi dans l'architecture des temples, dont le jeu des volumes et des perspectives répond à des règles mathématiques extrêmement précises. Tout est mis en œuvre pour tromper l'œil et supprimer les éventuelles déformations optiques. Le fût des colonnes est par exemple légèrement enflé en son milieu, afin de paraître rectiligne lorsqu'on regarde le temple de loin. D'autres corrections apparaissent dans le positionnement de ces colonnes afin de toujours restituer des perspectives parfaites. Dans le temple de la Concorde, le naos, pièce interne dans laquelle était placée la statue de la divinité, est encore bien conservé. Il donne ainsi une image assez réaliste du temple grec à l'époque antique, si l'on accepte, bien sûr, la disparition de la toiture, des stucs ornementaux et des enduits colorés. Il est beau, hein? Celui-là, alors, il est vraiment magnifique. Le temple de la Concorde, dédié à Concordia Auguste, la plus belle. Bah oui, la plus belle. Avec un papa comme Zeus et une maman comme Thémis, elle pouvait être que belle. Et oui, et on lui a érigé ici ce temple à la hauteur de sa grande beauté. Mais tu sais, le temple, là, il est un peu brut de décoffrage, l'aspect rustique, primitif, alors qu'autrefois, il n'était pas du tout comme ça. Si tu veux, sur les colonnes, la partie inférieure, eh bien, elle était toute entourée de stuc blanc. Et au-dessus, la partie supérieure de la colonne, on avait des couleurs comme le rouge, le pourpre, voire le orange.
Et regarde, quand tu regardes le fronton, tu t'aperçois qu'il y a des petites cannelures, c'est un triglyphe, et une métope, c'est l'emplacement où se trouvait une plaque de bois toute gravée, sculptée, avec des couleurs vives. Et au-dessus, ben, le pignon défrise un petit peu partout. Et la toiture, bien sûr, elle était faite en marbre blanc. Ça devait être magnifique. On a quand même du mal à s'imaginer la beauté de ces temples. Mais ils étaient vraiment de couleurs très très vives, ils resplendissaient sur les collines. Ben oui, les temples, on ne les construisait pas n'importe où. Souvent, on les retrouve encore aujourd'hui sur des promontoires rocheux, sur des falaises qui dominent la mer. Ou alors, comme ici à Agrigente, sur une colline qui domine la vallée. La première chose qu'on faisait, déjà, c'était l'autel. L'autel à l'intérieur. Et ensuite, on murait et on mettait les colonnes pour finir. Donc, autour des colonnes, tu as une grande cour qu'on appelle le péristyle. Tu as l'entrée, le pronaos, ensuite la pièce principale, le naos ou la chela. Et tu avais souvent aussi des pièces où il y avait des sculptures réalisées par les plus grands sculpteurs de l'Antiquité qui représentaient les divinités. Et en même temps, le temple il était construit au milieu d'une aire sacrée. Alors, il y avait des difficultés de construction, parce que tu imagines bien que ces temples, on ne les construisait pas du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Et oui, et comme tu le sais, les endroits, ils n'étaient pas forcément plats. Donc, il fallait, à l'époque, corriger, en fait, le niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, les architectes? Là, tu peux le voir, ils jouaient sur les marches, les hauteurs de marche. Ici, à droite, si tu observes bien, les marches sont plus hautes qu'à gauche. Ah oui. Ah oui, donc en fait, ils mettaient tout ça au cordeau pour avoir une bonne perspective d'angle. Et des fois, ils jouaient sur l'écartement des colonnes. Et de chaque coin de la colline, tu peux t'apercevoir qu'il y a une perspective qui est quasiment parfaite. Mais tu sais que lorsqu'Alexandre Dumas est venu ici, on lui a dit qu'il y avait une église à l'intérieur du temple. Alors lui, tu imagines bien qu'il a cherché, mais il n'a jamais trouvé cette église. Bon, c'est un petit peu normal, parce que quand il est venu, l'église, elle n'était plus là. Elle était très vieille, elle a été construite par l'évêque de... Enfin, c'est pas lui qui l'a construite, mais l'évêque Grégoire d'Agrigente a décidé d'édifier ici une église dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'intérieur du temple. C'est-à-dire qu'il y avait les colonnes, ils se sont servis des colonnes et ils ont fait les murs. Et là, ils ont mis leur culte. Mais quelques années plus tard, en 1748, les autorités siciliennes ont décidé de faire des fouilles archéologiques, les premières fouilles à l'époque. Donc les fouilles ont été réalisées et on a trouvé énormément de choses. Ouais, oui. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'abattre les murs et de redonner naissance à ce magnifique temple de la Concorde. Et ben là, pour le coup, ils ont bien fait, parce que sinon, on n'aurait jamais vu ce beau temple. Ouais. L'histoire de cette église, Saint-Pierre et Paul, construite sous Grégoire d'Agrigente à l'intérieur du temple de la Concorde, illustre la longue occupation de la cité, bien au-delà de l'Antiquité. Agrigente fut longtemps une cité bénie des dieux, en dépit des guerres et des destructions. Les Romains accordèrent à ses habitants la pleine citoyenneté romaine en 44 avant Jésus-Christ. Un immense privilège que très peu de cités conquises connurent et qui offrait aux Grecs d'Agrigente les mêmes droits que les Romains de souche. La ville était alors une splendeur qui illuminait la Méditerranée. Ce n'est que plus tard, durant les guerres médiévales, que les Siciliens délaissèrent les côtes de leur île en proie aux raids barbaresques. Agrigente fut abandonnée, devenant ce musée à ciel ouvert que l'on contemple aujourd'hui. Un peu plus loin sur le rivage se trouve un endroit merveilleux, aux couleurs blanches et pastel et aux lignes cotonneuses. L'air y est serein, si doux, si paisible et si pur, que l'on douterait même de la réalité de son existence, comme si le lieu n'était qu'un mirage, une chimère, un rêve des plus exquis. Les sceptiques n'y voient qu'une falaise calcaire dominant la mer, mais les poètes, sensibles à ses courbes féeriques et à la grâce de ses contours, y perçoivent toute la magie d'un monde surnaturel, dessiné par les dieux. Au temps de la Grèce antique, Zeus et ses nombreux enfants vivaient dans un lieu secret fait de beauté et de douceur. Le nectar y coulait à flots et tous se délectaient des fruits de la terre, bercés de musique, de danse et de bonheur. Il y avait 12 dieux et déesses réunis autour de Zeus.
mais aussi les 6 grâces et les 9 muses, pleines de charme et de raffinement suprême, ainsi que les demi-dieux et les héros mortels qui avaient, par leurs actes de bravoure, gagné le droit à séjourner dans cet écrin suave où régnait l'amour et l'harmonie. Mais comme toujours, aux portes de cet Éden incroyable, se pressaient ceux qui en avaient été bannis et tous ceux qui n'y avaient pas accès. Ceux-là conspiraient alors contre Zeus, attisés par la jalousie et la rancœur, rêvant à la destruction de cet Olympe qu'ils ne pouvaient fouler. S'ensuivit une longue période trouble, où l'harmonie fut à jamais rompue. Les dieux finirent par quitter les lieux, laissant les hommes cultiver la malice et la fourberie. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que c'est que cet attirail? J'en ai profité pour m'arrêter de nouveau chez Achille. Ah, et il en a profité pour te vendre toute la panoplie. Il est trop fort, ce Achille. C'est surtout que j'ai fait des affaires. Achille, il a ses sources. Et je le soupçonne d'être aussi d'origine phénicienne. Des affaires, j'en suis pas si sûre. Hein. Regarde, la tunique, enfin plutôt un péplos masculin en lin de Corinthe. C'est pas rien, hein. C'est rare. Le cratère d'époque, bon, le Kilix. Et là, un vase avec des guerriers. Et pour finir, le glaive fabriqué ici même à Agrigent. Tout ça pour la modique somme de 5 statères d'or. Quoi? De l'or pour ça? Et alors? Aujourd'hui, tu mettrais même 100 000 euros. Ça, c'est tout d'époque. Tu rends des compte, d'où? Regarde comme c'est magnifique. Ouais. Il est joli, ce guerrier, avec son cheval. Ouais. Bah, quand on y pense, il n'y a pas si longtemps, on savait même pas à quoi ressemblait Ulysse. C'est vrai. Et on savait même pas identifier les dieux ou les semi-dieux. Et en même temps, c'est grâce à ces découvertes d'amphores, de cratères, de vases, puisqu'on a aussi des inscriptions avec des lettres antiques, du grec antique inscrit, et en même temps, grâce aux chants, que les auteurs ont pu raconter des histoires, comme l'Iliade de l'Odyssée, ou alors l'Énéide de Virgile. Tu sais, Énée, qui aurait quitté Troie, enfin, il aurait fui Troie, pour venir ici, sur cette terre de refuge, et fonder des cités en Grèce. Et puis tous les autres, hein. Zeus, Héra, Apollon, Artémis, Thésée le Minotaure et les autres, et Persée, la Méduse. C'est vrai que lorsque la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, on avait perdu tous ses écrits. Eh oui, et grâce à tout ça, eh bien, on a pu retrouver toutes ces belles histoires. Et aujourd'hui, nous sommes là tous les deux à vénérer les dieux sur ce promontoire magnifique. Fabien? Ils sont quand même bien travaillés. Il est beau, hein? Celui-ci, je l'ai déjà vu quelque part, au musée d'Athènes. Bah, forcément. Mais le casque, il est à l'envers, là. Quoi? Ah! À l'envers. Tiens, prends le vase. Moi, je vais prendre mon glaive et aller pourfendre Achille. C'est un ami qui a sa cousine à faire, hein. Eh. Ô Zeus, donne-moi la force de l'Eloxir et surtout donne-moi l'immortalité. Et Shemrot. Il est joli. C'est pas choquant, le casque, hein?
Voilà les amis, l'Olympe fut déserté par les dieux et toutes les belles villes de la Grèce antique connurent une longue agonie, jusqu'à figurer aujourd'hui dans le patrimoine de l'humanité en tant que vestige d'un temps révolu. Il n'en demeure pas moins que ces belles cités antiques que vous avez parcourues du nord au sud de la Sicile forment un témoignage émouvant de ce qui constitue le creuset de la civilisation occidentale, le berceau de la science et des arts, de l'architecture, de la musique, de la littérature, en un mot de notre identité. Mais ces ruines ne sont pas des images figées appartenant au passé, elles font partie de notre âme, elles vivent en nous. Preuve en est, toutes ces histoires et ces mythes qui sans cesse rejaillissent lorsque l'on s'en approche et les contemple. Vous n'avez cessé durant votre périple d'évoquer Ulysse et les héros mythiques, Homère et les grands noms de cette Grèce antique. Parce que tous ces contes et ces légendes vivent en chacun de nous et inspirent nos rêves. C'est en définitive cela le véritable patrimoine que nous ont laissé ces royaumes antiques. Un héritage unique et éternel, comme un trait héréditaire, à jamais enfoui dans notre humanité. Si la Sicile est réputée pour ses vestiges antiques et ses fameuses villes grecques, de Sélinonte, Agrigente et Syracuse, l'île est aussi une terre méditerranéenne incroyablement fertile, avec des paysages naturels de toute beauté. Sa campagne vallonnée fut au siècle passé l'un des greniers agricoles de l'Europe, et l'on y produisait de l'huile, du vin, du blé en grande quantité. La Sicile était d'ailleurs l'une des toutes premières places occidentales où les États du nord de l'Italie, Gênes, Florence et même Rome, s'approvisionnaient jadis en blé. Le pays était alors riche de l'exploitation de son sol et de ses cultures. Il abritait de vastes domaines agricoles, nourrissant une population paysanne plutôt aisée. Cette population rurale se répartissait entre les fermes fortifiées au milieu des champs et quelques gros bourgs développés à partir d'anciens villages féodaux, construits autour du traditionnel château seigneurial sur son piton rocheux. Bienvenue chez moi. Regarde. Qu'est-ce qu'il est beau ce château! Ça, c'est le meilleur investissement que j'ai pu réaliser dans toute ma carrière. Mais dis-moi, tu as encore un petit peu de travaux, non? C'est des détails, tout ça. Il y a quelques rénovations, des murs à retaper. Et puis, ça, en quelques mois, ça sera terminé. Hein. Et puis, cette tour, elle va retrouver sa forme originelle, comme elle était autrefois à l'époque de Frédéric II Ostaphen. Alors lui, Frédéric II, figure-toi qu'il a réalisé en personne les plans de ce château. Et quelques années plus tard, après avoir passé tant de mois et de mois à réaliser cette bel ouvrage, eh bien, il va complètement le détruire. Quelle drôle d'idée, pourquoi? Parce qu'il est en guerre contre les Guelfes et lui, les Gibelins. Et qui est-ce qui va le reconstruire par la suite? Eh bien, c'était le futur roi de Sicile, Frédéric III d'Aragon, parce qu'il venait régulièrement ici. Bon, lui, son siège principal, c'était Palerme. Eh oui. Mais il venait à Montalbano passer tous ses étés. Il était ici en estive, ou plutôt en convalescence, hein, parce que figure-toi que ce bon roi, eh bien, il avait la goutte. Ah, la goutte, ça fait mal, ça. Ah ouais, c'est horrible, hein. Et en même temps, il mangeait beaucoup trop de viande, parce que c'était un fin chasseur. Il allait dans les bois, dans toute cette région, surtout dans la forêt de Malabote, traquer le gibier. Et malheureusement, après, il y a des petits problèmes. Mais il était toujours accompagné d'Avillanova, qui était son médecin. C'est très pratique, ça, d'avoir toujours son médecin avec soi. Eh oui. Et puis avec ce personnage, d'Avillanova, il entretenait une relation particulière. Villanova, c'était quelqu'un d'énigmatique, de si mystérieux,
voire ésotérique. Quel curieux personnage. Ça avance bien, hein, les travaux. Hein. Il est vraiment très très joli ce château. Tout comme j'aime. Oh, il devait se promener comme ça dans les coursives du château. Ah, c'est fermé. Je voulais te montrer ma salle d'entraînement. Eh ben. Allez, viens, c'est par là. Ça, c'est ma salle d'entraînement. C'est vraiment très impressionnant ici. Il y a toutes mes armes, des lances particulières, avec chacune sa caractéristique. Oh, comme elle est belle celle-là. Ah, celle-ci, c'est une lance pour femme, très légère, bon choix. Et là, les lances de joute. Elles sont belles, hein? Alors, il y a un tas de lances, d'halbardes, regarde celle-ci, avec des pointes. Chacune a son utilisation. Mais aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup moins, hein, faute de combattants. Oui, tu m'étonnes. Celle-ci, je l'affectionne particulièrement. Elle a crevé l'œil droit de mon maître d'armes. Elles sont terribles ces lances quand même. Très tranchant. Là encore, des halbardes. Ah, là voilà. Ma tenue, elle est arrivée. Et regarde ça comme elle est magnifique. Hein. Ça, c'est pour les soirées. Hein. Beaucoup de dorures, dis-moi. Ouais. Et celle-ci, tiens-toi bien, c'est la copie conforme de la tenue d'apparat de Frédéric III d'Aragon. Le tissu magnifique, la dorure. Beaucoup de broderies. Bah, elle va t'aller à merveille. Ah là, je pourrais faire de grandes réceptions. Et bien la couronne, bien sûr, magnifique. Ouh! Il y a un très joli habit de dame ici. Ah, elle est belle, hein? Je vois qu'elle te plaît, hein? Elle est magnifique. Regarde un peu toutes ces perles. Eh bien, elle n'est pas pour toi. Je l'ai faite réaliser par mon couturier personnel pour ma future promise. Ils sont bien ces armes, hein? Elles ont traversé le temps, les épées, les lances, les casques. Ah, ça, c'est mon préféré. Ah, tu mettais le casque comme ça, et là, tu terrorisais le monde entier. Ah oui. Ah, tu faisais peur. Tu faisais peur aux morts. Ah, les Maures, si j'étais là à l'époque, je les aurais pu les repousser. Ils sont arrivés au 9e siècle, ils sont rentrés comme ça. Ils ont pris toute la Sicile et ils ont fait même un émirat. Et oui, ce sont les princes d'Égypte qui ont progressivement conquis la Sicile. Eh bien, c'était à l'époque même où les armées maures envahissaient l'Espagne, le sud de l'Italie et remontaient progressivement vers le nord. Eh oui, mais à l'époque, on était désorganisés. Figure-toi qu'il y avait des guerres intestines partout. On se battait entre seigneuries. Les seigneurs se faisaient leurs petites guerres et ils n'ont pas vu les Maures arriver. Mais plus tard, tout a été réorganisé. Ce sont les Normands qui sont arrivés. Et là, les Maures, ils sont partis. Ah oui, c'est la fameuse reconquista des armées chrétiennes sur les armées maures. La plupart des chefs de toutes ces troupes, c'était des Normands. Eh oui, c'était des chefs. Il y avait beaucoup de mercenaires qui étaient enrôlés auprès des grands de l'époque. Ils ont fait même des croisades. Et Frédéric II, je crois qu'il a été même roi de Jérusalem. Ils sont venus ici en Sicile, à Messine, après détroit de Messine pour descendre direct à Jérusalem. Et là, contre les armées musulmanes, ils ont récupéré la cité. Pour les Siciliens, c'était des géants. Ils faisaient 1m80, 2 mètres de haut. Et puis des carrures très imposantes, blonds ou roux. Des puissances, on va dire. Et puis, ils ont fondé leur royaume, le royaume de Naples et des deux Siciles. En même temps, c'est vrai qu'il devait être très impressionnant. Hein. Les grands boucliers avec des hallebardes, des épées, regarde, il y en a, ils sont énormes. Même pas, j'arrive à les soulever. Combattons! Comment ça, combattons? Ben, choisis une arme. Bon, enfin, je peux pas me battre. Mais oui. Allez. Bon, tiens-moi ça. Choisis. Souviens-toi d'une chose, c'est que j'ai crevé l'œil de mon maître d'armes. Hey,
Ah ah. Non, 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 non. Allez, on peut y aller. Là, c'est pas équitable. Pourtant, ça a l'air vraiment très très précis tout ça. Je veux pas jouer avec ça. Paul, Bravo. est-ce que je peux me permettre quelque chose? Moi, j'en suis. Tu fais pas très normand. Espiègle Karine, coquine et taquine. Mais tu as bien raison, les origines très méditerranéennes de Paul sont pour le moins indéniables. Ceci dit, les Normands véritables n'étaient qu'une centaine de mercenaires. Ils commandaient des armées très cosmopolites, qui comptaient d'ailleurs de très nombreux musulmans dans leur rang. Car cette reconquista du grand chrétien était une affaire qui concernait surtout les seigneurs et les rois, pas le peuple. Il n'y eut jamais de croisade véritable en Sicile, et les rois normands gouvernaient le pays avec l'aide d'une administration en grande partie musulmane, issue des Émirats qui les avaient précédés sur cette terre. La Sicile médiévale était en effet une terre d'échange, au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Elle abritait des peuples aux origines très diverses, chacun parlant sa langue, pratiquant son culte. Et dans ce grand brassage ethnique se trouvaient toutes sortes de croyances et de rites religieux, y compris d'anciennes pratiques ésotériques, héritées du temps où la Sicile accueillait des populations grecques, ibériques ou carthaginoises. Et aux côtés des églises et des temples officiels, existaient dans le secret des lieux considérés comme magiques, que tous respectaient avec crainte ou ferveur. C'est ainsi qu'au-dessus de la forêt de Malabotta, où le bon roi normand aimait venir chasser le gibier, qu'un plateau suspendu est animé d'immenses rochers verticaux, dont les formes extraordinaires évoquent, sans équivoque, les puissances surnaturelles. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, la demoiselle? Bah écoute, c'est vraiment appréciable. Et comment? Puis en plus, l'endroit est vraiment très très joli. Ah, c'est vrai. Hein. C'est ici qu'il venait, Frédéric III. La balade tellurique de Federico III il Guttuso. Il venait se ressourcer. Et comment est-ce qu'il faisait? Comme ça, et après... Et tu crois qu'ils ont pris le temps d'apprécier et de rechercher les formes dans ces rochers? Probablement. Hein. Regarde là, qu'est-ce qu'on voit? Ça a On pris- dirait la Madone avec les mains jointes en train de prier, avec sa longue robe qui traîne. Et il est dit que cette Madone serait en corrélation directe avec la constellation même de la Vierge. Les gens d'ici devaient se dire que seuls les dieux étaient capables de dresser des rochers pareils. Et de les sculpter aussi. Hein. Ah oui. Quand tu penses qu'ici, ce plateau d'Argimusco est occupé depuis la nuit des temps, et qu'il est dit et qu'il est attesté qu'on pratiquait ici des fêtes païennes et surnaturelles. En tout cas, moi ici, je me sens vraiment bien. Il y a une sorte de quiétude, c'est très reposant. Le bien-être ici, on pourrait rester des jours entiers à se ressourcer et à profiter de l'espace. C'est vrai. Très cher. Parce que sur Argimusco, tu as une force surnaturelle. Moi, je le ressens depuis tout à l'heure. Je suis arrivé là, bon, la puissance. Tu as les forces telluriques qui viennent des profondeurs de la Terre et qui sont connectées directement avec les forces cosmiques. Et là, on prend les forces. Une force tellurique. Oui, ces forces telluriques, en fait, qui viennent du noyau même de la Terre. Et comme tu as un volcan pas très loin, en fait, il va y avoir un réseau de lignes de force qui vont passer sous l'île et qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Alors, moi, je suis peut-être sur une bonne zone, parce que là, je prends la bonne énergie. Et toi, peut-être que tu as une zone qui est un peu moins positive que la mienne. Ah, c'est si précis que ça. Eh oui. Mais écoute, en tout cas, on m'a parlé d'une sorte de forme, une silhouette. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais je sais ça aurait l'aspect un peu d'un homme, d'un guerrier avec un casque. Mais Ah bon. peut-être qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Je regardais le récit ou les écrits de Davillano, où il ne parle pas des guerriers. Hein.
mon frère, regarde, c'est par là. Oh, Qu'est-ce que je t'avais dit? Asclépios, le fils d'Apollon, regarde. On voit bien son menton, son nez, les yeux, le front et le casque derrière. ah ouais, il est beau ce mégalithe. Ouais. Un semi-dieu. On voit même son oreille. Et là-bas, regarde, l'aigle. Avec les ailes déployées, prêt à s'envoler. Tu sais que dans la mythologie, l'aigle avait attrapé avec ses serres le serpent et l'avait tué. Le serpent, c'était le symbole du mal. Eh oui. Et il s'était envolé vers les cieux avec toutes les âmes pures. Oh, c'est joli ça. Hein. Oui. Moi, je connais une histoire qui est directement liée au plateau d'Argimous. Mhm. Ça s'est passé au Moyen-Âge et il y avait un pape qui s'appelait Boniface Octavius. Il était très malade, il était atteint de la goutte. Et donc, il ordonna le meilleur des médecins, qu'on lui fasse venir le meilleur. Et le meilleur, à l'époque, c'était Davilanov, l'Aragonais. Et contre toute attente, Davilanov demanda l'anneau papal, qu'on lui fasse livrer l'anneau papal. Ah, tout le monde s'interrogeait pourquoi prendre l'anneau papal. Bah oui. Davilanov, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici, il a posé l'anneau sur un rocher et durant 3 jours, il a laissé ici sur le plateau. 3 jours plus tard, il prit l'anneau et se rendit directement au chevet du pape. Ouais. Alors, il déculotta le pape, il a pris l'anneau et tout doucement, il a introduit l'anneau dans l'anus de sa sainteté. vrai. Eh oui, c'est vrai. 3 jours plus tard, eh bien, le pape était en pleine forme. Quel miracle. Eh, d'ailleurs, ouais. C'est l'énergie d'Argimous. Quoi. Voilà une histoire, mon cher Paul, qui illustre bien la puissance de ces courants telluriques, qui sont comme des ondes magnétiques se propageant depuis le noyau vers la croûte terrestre. Ils sont effectivement capables de bien des exploits, pour peu que l'on s'en persuade, évidemment. Au-dessous de ce plateau mystérieux s'étend la plus grande et la plus ancienne forêt de Sicile, la forêt de Malabotta et ses chênes blancs centenaires. C'est une forêt médiévale qui fut préservée de la déforestation parce que les seigneurs de la région en avaient fait leur domaine de chasse. Elle représente alors aujourd'hui un reliquat unique et précieux du couvert végétal de la Sicile originelle, avant que les hommes ne transforment le territoire en un vaste terroir agricole. Comme tous les lieux archaïques et insolites, cette vieille forêt baigne dans une atmosphère de secret et de magie, renforcée par l'étrangeté de ses rochers couverts de mousse et ses troncs tordus aux branches fourchues. Faites attention, les amis, vous pénétrez au cœur d'un monde de légendes où le fantastique règne et la sorcellerie fait loi. Alors? J'ai l'impression que ça marche. Hein. Ah, J'ai un petit peu mal, mais ça a calmé. Hein. je t'avais dit que ça irait mieux. Essaye encore un coup, tiens. Gotha, Reparo. Oh. Ah, j'ai plus rien. Ça marche très très bien. Tu vois que j'ai bien fait de l'amener. Je sens plus rien. Aurais-tu des pouvoirs? Et c'est ce qu'on dit. Cette forêt de chênes est vraiment magique. La forêt obscure de Malabotta, la forêt de la malchance. Pourquoi tu dis de la malchance? Parce qu'autrefois, elle appartenait à un propriétaire qui l'aurait joué et perdu aux cartes au tarot. Non. Et à partir de cet instant, on l'a nommée forêt de Malabotta. En même temps, c'est une forêt unique en son genre. C'est une forêt médiévale avec des arbres très anciens. Parce qu'en Sicile, il n'y a plus trop de forêts, on les a toutes coupées pour en faire du bois. En tout cas, elle est vraiment incroyable. Je dirais même qu'elle est ensorcelante. Tu sais que les chênes sont les arbres des druides? Ouais. Que le chêne, c'est tout un symbole. C'est le symbole de la force, de la puissance, de la vie même. Et les seigneurs, quand ils rendaient justice, eh bien, ils se mettaient sous les chênes, comme ça, ils étaient protégés par le divin. Ouais. Et en même temps, elle est réputée autant que Brocéliande en Bretagne. Et ici, parfois la nuit, il y avait des sabbats nocturnes. Je dis ça pour me faire peur. Mais non, Attention, je m'y connais en sorcellerie. ça va, j'ai rien dit. Et tu sais, dans cette forêt-là,
comme dans d'autres îles de Méditerranée, en Corse notamment, en Sardaigne, tu as les mêmes traditions orales. Hein. On parle toujours de croyances et aussi de peur de ces forêts d'y pénétrer à l'intérieur la nuit. Hein. Mais au sujet de ces sabbats nocturnes, bon, je ne sais pas si ça a réellement existé, hein, mais en tout cas, j'ai lu des choses vraiment hallucinantes à ce sujet. Des auteurs disent qu'en fait, ils kidnappaient des jeunes enfants dans les villages, qu'on les amenait dans ces forêts très sombres, qu'on les découpait en petits morceaux et qu'on les mettait à cuire dans un espèce d'énorme chaudron avec tout plein d'autres ingrédients. Ça devait être horrible. Ouais, ça a dû exister parce qu'il y avait des sorcières qui vénéraient Satan. Et ce n'était pas le cas en Sicile. Ici, c'était plutôt des guérisseuses. Puis les strègues, ici, elles étaient considérées comme des fées. Mais quand même, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, eh bien, elles vont subir le même sort. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'Inquisition, on va traquer les sorcières et on va les brûler dans les feux éternels, comme on le décrit dans la Bible, au même titre que les sorcières, les strègues, qui sont très méchantes. Les strègues ou la strègue, est-ce que tu sais d'où vient ce mot, strègue? Strègue, ça vient peut-être du mot étrusque. Ça vient de l'étrusque. C'est la strige étrusque, qui était une femme en fait qui maîtrisait les arts divinatoires et elle était aussi un vampire. En fait, la strègue, c'est le mot antique. C'est les strègues ou les stregognes, ça dépend des régions d'Italie en fait. Et ici, elles étaient considérées comme des fées et qui n'avaient rien à voir avec une apparence humaine. Et les gens les laissaient tranquilles. Elles étaient sympathiques dans la nature, avec les animaux, mais les êtres humains, ça n'allait pas. Donc, si on en voit une, il vaut mieux s'enfuir que de pénétrer dans les bois pour les suivre. Hein. Il faut mieux les laisser tranquilles, les fées. Voilà. Et tu vois, Quoi? Je suis bien. La jambe, le petit doigt, ça va. On dirait que ça a désenflé. Hein. En même temps, j'ai des douleurs à la gorge. Tu vois, dans le creux, là. C'est un peu irritant. Ça râpe. Parce que l'an dernier, tu sais, j'ai rencontré aussi le même problème. Un peu à la Motus mâchoire. et bouche cousue. Et ça va. Mais ça marche aussi. C'est parfait. Au royaume de l'étrange, rien n'est décidément impossible. Mais je vous conseillerais, les amis, d'hâter votre pas et de sortir au plus vite de ce bois maléfique, au nom qui sonne comme un avertissement. Bosco Malabotta, la forêt de la malchance. La Sicile possède tant de paysages bucoliques qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Elle qui fut pendant si longtemps un territoire agricole prospère, couvert de champs et de vergers, de maquis bas et de pâtures. Car si l'activité première était sans conteste la culture du blé, de la vigne, de l'olive et des agrumes, les montagnes du centre de l'île ont toujours été naturellement dédiées au pastoralisme d'ovins caprins, à l'instar de ce qui se pratiquait dans les autres îles méditerranéennes. La tradition bergère remonte d'ailleurs probablement aux Grecs de l'Antiquité, car les Romains évoquaient déjà le pastoralisme des terres reculées de Sicile, vantant notamment l'excellence de ses produits. C'est vraiment le meilleur moment de la journée, tu trouves pas? Et comment? Et surtout, qu'au formaggio siciliano, ou maiorchino, si chiama questo. Un fromage que tu retrouves qu'ici dans la région, entre Montalbano et Novara. Et ce fromage, enfin cette tome, eh bien, elle est particulière parce qu'elle est difficile à faire. Alors, comme toutes les tomes, on va faire chauffer le lait dans un gros chaudron en cuivre. Et là, on va récupérer le caillé. Avec le caillé, on va le prendre dans un chiffon et on va le positionner dans un seau en bois de forme ronde. Et là, on va prendre une aiguille très très fine et on va faire plein de trous. Oui. Et on va appuyer dessus et le petit lait va sortir. Donc on répète l'opération et le petit lait va sortir du futur fromage. Avec le petit lait, tu le sais bien, on fait la ricotta. Regarde, Ouais. comme celle-ci. Enfin, celle-là me tente pas trop. Ah, celle-là, elle a vieilli. On la mange ici comme ça. Hein. On la laisse vieillir et on la mange. C'est très bon. Hein. Mais sinon, le maiorchino est encore meilleur. Et ce fromage, donc, on va le laisser reposer quelques jours. Ensuite, il va passer en salaison et on va l'affiner. Alors, au fur et à mesure de l'affinage,
on va lui passer de l'huile d'olive. J'en ai les mains pleines. Et 2-3 fois par jour. Ça s'imprègne dans le fromage alors. Et oui, après le fromage, il va prendre l'odeur de l'huile d'olive. Et le Mallorquín, généralement, on l'affine entre 18 et 20 mois. Et à partir de cet instant, on peut le déguster. Allons-y. C'est vrai que cette région de Sicile a toujours été connue pour être une vraie terre de berger. Il y en a toujours eu. Et oui. Allez, aujourd'hui, je fais passer la galanterie en premier. J'espère bien. Paul. C'est délicieux. Vraiment. Ça sent bon le fromage, l'huile d'olive, la nature. La campagne sicilienne. Ouais. Et tu sais, notre médecin ésotérique, il a même soigné beaucoup de personnes, des gens importants à l'époque avec des fromages. Il a soigné des gens avec du fromage. Et il les mettait ici, dans cette montagne de pierres mégalithiques. Il y mettait les anneaux. D'ailleurs, je crois que le fromage, il est à côté de l'anneau. Bon, Eh bien, Paul, je te vois bien fier de ton histoire. Bon, je te l'accorde. Lorsqu'on songe de prime abord à une île de Méditerranée, qu'il s'agisse de la Corse, de la Sardaigne, de la Sicile, on imagine ces côtes rocheuses, le bleu de la mer et le blanc du sable. Oubliant que ce sont les terroirs qui ont forgé l'âme de ces îles, les paysages agraires, la campagne. Comme le dit si bien Karine, tous ces paysages absolument grandioses, imprégnés de culture, de tradition et de vie. Ils sont chargés d'émotions et nous parlent des gens qui habitent cette terre et de leurs petites histoires. Au nord-est de la Sicile se dresse un ensemble montagneux des plus étranges, dominé par des langues de verdure sur des sols aux teintes grisâtres très prononcées, d'où émergent ci et là de petits cônes de terre dénudés à l'aspect charbonneux. Ce sont des terrains volcaniques, formés des couches de lave et de cendres régulièrement expulsées de l'Etna. Un volcan mythique qui dresse son cône à plus de 3300 mètres d'altitude. En réalité, le volcan est à l'origine même de l'île de Sicile, lui qui naquit au fond des mers il y a 700 millions d'années. Au fur et à mesure des éruptions, des tonnes de lave déversées de son cratère se sont accumulées, formant à la fois le cône du volcan et les terrains noirâtres qui l'entourent. Millénaire après millénaire, c'est toute une montagne qui a surgi du fond de la mer, formant cette île verdoyante que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sicile. Bien sûr, la naissance de l'île ne fut pas liée au seul volcanisme de l'Etna. Le volcan illustre en réalité l'existence d'une faille de la croûte terrestre à cet endroit. De part et d'autre de la faille, les plaques tectoniques exercent des forces colossales, à l'origine même du soulèvement des montagnes. C'est ce jeu tectonique qui est véritablement à la genèse de l'île. Le volcan n'a fait qu'amplifier la chose en déversant des montagnes de lave et de cendres sur ce socle originel. Mais c'est bien lui, en revanche, qui a formé l'étrangeté de ce paysage si insolite. C'est lui qui a accumulé au cours des âges des centaines et des centaines de mètres de terre noire, dotant l'île de ses terrains les plus fertiles. Tu vois, Karine, et dire qu'ici, autrefois, il n'y avait pas de montagne. Et maintenant, il y a un énorme volcan. Et il n'y avait aucun cratère. Et aujourd'hui, il y a des centaines de cratères un petit peu partout. Mais ces cratères-ci, ils sont éteints aujourd'hui. Alors que l'autre là-haut,
à 3330 mètres. Bah, Tu vois, quand je vois toute cette terre noire, tu te dis, il n'y a rien du tout qui peut pousser. Mais au contraire, il y a quand même beaucoup d'arbres et de plantes là. Et c'est vrai, regarde. Ici, il y a beaucoup de plantes. Bon, en même temps, on n'est pas très loin de la mer et on est dans un climat, on va dire, méditerranéen, tempéré jusqu'à 1000 mètres. Ensuite, comme tu peux le voir, là-haut, il n'y a plus grand-chose. Quelques herbes rases qui sont adaptées au vent. Et plus tu montes, et plus ça devient humide et froid. Parce que là-haut, je t'explique, hein. Bon, là encore, ça va, mais en hiver, c'est des températures basses, moins 10, moins 15. Et avec le vent, ça tombe encore moins 20. Mais tu sais que lorsqu'Alexandre Dumas est monté là, c'était vraiment pas facile. Il a mis 2 jours pour arriver au sommet. Et en même temps, la chaussure, à l'époque, elles n'étaient pas trop adaptées, hein. Et puis, ils étaient accompagnés de mules qui leur portaient les affaires. C'était pas une mince affaire. Non, il devait porter surtout les couvertures parce que Guy de Maupassant disait qu'il faisait vraiment très très froid là-haut. C'est pas une blague. Quand il est monté, d'ailleurs, il a dû s'arrêter à un moment donné pour bivouaquer parce qu'il a été pris dans une énorme tempête de vent. Et quand il s'est réveillé au petit matin, c'était recouvert d'un champ de neige. Et il disait d'ailleurs que c'était un désert mort et que c'était tout blanc, tout noir, que c'était horrible et magnifique, mais en tous les cas inoubliable. Et Maupassant, il devait avoir même les stalactites sur les moustaches. Oui. Bon, là, on est bien. Tous ces volcans qu'il y a autour de nous, ils sont éteints, à jamais. Mais je pense qu'il peut en sortir un comme ça tout à coup aussi. Ouais, une poussée de cratère. C'est vrai, Karine, que cela peut paraître étrange de voir des terres si brûlées, couvertes d'une végétation bien vivace. Cela est en réalité lié à la composition du magma, pauvre en silice, mais très riche en minéraux, tels le fer, le magnésium, le potassium, le phosphore, le calcium, pour ne citer que les plus connus. Or, c'est la richesse en minéraux qui fait qu'une terre est plus fertile qu'une autre. Dans le cas des terrains volcaniques, la concentration des minéraux est digne de celle d'un bon engrais. Alors oui, le paradoxe existe, car chaque coulée de lave est destructrice, formant un long couloir de cendres totalement stérile. Mais si on laisse le temps agir, la fumée âcre se dissiper, la pluie nettoyer ce sol aride, puis le vent livrer de nouvelles graines, et ces graines germer et grandir, alors le sillon noir et morne deviendra le creuset d'une vie nouvelle et dynamique, transformant ce paysage désolé en un jardin merveilleux. Paul! Paul! Paul, viens! Oh! Viens voir! Ça y est, je l'ai trouvé! Ah, ça c'est excitant, hein. Et par où tu es rentré? Je suis rentrée par un trou là-bas et puis je suis ressortie par cet autre trou là. Ah, ça commence bien, hein. Je sais pas par où tu es rentré. Et comment elle est dedans? Écoute, pour un tunnel de lave, franchement, la cavité est exceptionnelle. Ça a l'air sombre, hein. Oui, ça l'est. Ah. Waouh, c'est impressionnant. Fais attention à ta tête, c'est bas. Ouais, que je ne me prenne pas une pointe de pierre sur la nuque. Bon. On dirait une grotte préhistorique. Ouais, ça pourrait. C'est une coulée de lave préhistorique en fait.
Ça, ces petites pointes, ça ressemble à des stalactites, il y en a partout. C'est presque ça. C'est des stalactites de lave. C'est quand même fou ce qu'a pu faire la nature ici. Elle est longue, cette grotte. Ouais, pas mal, hein? Et ça, alors quand la lave a commencé à dévaler la pente du volcan en suivant le sens de la pente, eh bien ça a formé une espèce de tube qui, au contact de l'air, s'est solidifié. Mais à l'intérieur, la lave était fluide et elle était surtout très très chaude. Ici, il y avait une température qui était complètement inhumaine, plus de 1000 degrés. Et au fur et à mesure que la lave coulait, eh bien, elle a libéré tout cet espace à l'intérieur du tunnel. Wow. Et ça nous a laissé cette cavité. C'est quand même impressionnant. T'imagines pas que la lave elle descendait là. Et il y en a qui sont sur des kilomètres. Il y en a plusieurs sur les pentes de l'Etna. Ouais, je me doute bien. Et celle-ci, elle est connue des anciens. Parce qu'ici, ils récupéraient la neige de l'Etna au sommet et ils la stockaient ici pour en faire de la glace. Et après, la glace était vendue dans les villages et les villes de cette région de Sicile. Et même les Maltais, ils venaient acheter la glace ici même. Il fait très frais ici, c'est un très bon isolant. Il y a même des cristaux de sel à l'intérieur. J'adore les grottes. Et qu'est-ce qu'elle fera? Waouh! Ce trou est magnifique. Karine, tu l'avais vu ce trou? Et oui, il y en a d'autres là-bas. C'est surprenant, hein? Ouais, regarde. Mais tu sais, ça devait être les gaz sous pression. Ils ont percé un trou dans le tunnel. Et oui, et en même temps, par la suite, l'homme, il a sculpté, il a agrandi le trou, et c'est de là qu'il balançait la neige. Astucieux. On va pénétrer dans le centre de la Terre jusqu'au volcan. Mon Dieu, on se croirait dans les écrits de Jules Verne. Ah. Voyage au centre de la Terre. Ça m'a toujours fait rêver ce genre de choses. Savez-vous, les amis, que Jules Verne était venu jusqu'ici visiter l'Etna et d'autres volcans dans les îles éoliennes? C'était presque 20 ans après avoir publié son célèbre roman « Voyage au centre de la Terre », où ses personnages avaient déambulé sous terre depuis la cheminée d'un mystérieux volcan islandais jusqu'au Stromboli, par lequel ils étaient ressortis à la fin de l'ouvrage. Jules Verne n'avait alors qu'une connaissance littéraire de ces fameux volcans, connaissance qu'il compléta donc lors d'un voyage en 1884. Malheureusement, il ne put gravir les pentes de l'Etna et dut se contenter d'observer le monstre fumant depuis ses pieds noircis. Il était alors âgé de 56 ans et avait jugé l'ascension trop périlleuse. Il faut avouer, à sa décharge, que gravir la montagne de feu n'était pas une chose aisée. Le dernier kilomètre est une longue pente abrupte, où les pas s'enfoncent dans un terrain meuble et où chaque foulée demande un effort considérable pour ne pas dégringoler, tandis que les vapeurs de soufre rendent l'air irrespirable. Avec l'altitude, le manque d'oxygène se fait sentir, tandis que la chaleur est écrasante, venant tant du ciel que de la terre surchauffée. Plus on monte vers le cratère, et plus le spectacle est digne des enfers. Po, ta manta fort.
La lave est sortie du cratère comme ça. Elle a coulé et a dévalé les pentes de l'Etna pour aller jusqu'à la mer. C'est impressionnant. C'est beau ici. C'est puissant. Tu te rends compte que ce qu'on voit là, c'est la dernière éruption de 2015. La lave est sortie de ce cratère-là et elle a dévalé dans le Valle del León et elle est allée se plonger dans le Valle del Bove. C'est magnifique. Elle est tout petit là. Et puis regarde, on dirait une plage de sable noir. Et les endroits où c'est lisse, eh ben en dessous, c'est les névés. Et je vois, tiens, des petites plaques de neige. C'est beau. Ouais. Mais il y en a eu plusieurs de coulées de lave au fil des millénaires, parce que ce volcan il est né il y a 700 000 ans. Donc tu peux imaginer qu'à chaque période, tu as des coulées de lave, tu as des explosions. Il y en a eu quelques-unes importantes au 19e siècle aussi. En même temps, le volcan il est surveillé. Donc là, on ne crée rien. Ah bon? Il y a toutes les personnes qui sont là, il y a une vigilance importante, il y a des capteurs un petit peu partout, la concentration de gaz dans le volcan, tout se sait. Mais dis-moi, la grande éruption, ça avait fait beaucoup de dégâts quand même. Il y a eu une grande éruption au 19e siècle, mais elle était moins puissante que celle de 1669. Là, on a eu une coulée de lave impressionnante, une montagne qui est descendue jusqu'à Catane, elle est passée à l'intérieur de la ville, elle a emporté plein de maisons. Mais heureusement que la population avait eu le temps de s'enfuir, donc il n'y a pas eu de mort. Par contre, quelques années plus tard, en 1693, il y a eu un terrible tremblement de terre, noté à 11 sur l'échelle de Richter. C'est énorme. Qui est à 12, donc t'imagines un petit peu. Et là, la ville a été complètement détruite. Il y a eu plus de 100 000 morts sur toute la province. Mais c'est vrai que les volcans ne sont pas dangereux seulement quand ils sont en éruption. Parce que quand même, là en dessous, il y a une activité sismique qui est énorme. Ouais. C'est le cas de le dire, on est assis sur une bombe. Oh, ça fait quand même très peur, mais tous ces habitants qui habitent en dessous, là, à Catane et dans les environs, doivent quand même avoir peur. Ouais. Et je me demande comment je ferais, moi, s'il y a une coulée de lave qui se rapproche de nous. Ben on court. Ouais, on peut courir, parce que la lave, elle va à 30 km/h. Ouais, c'est rapide quand même. Hein. Ouais. Bon, sinon, tu l'esquives et tu te mets sur le côté, parce qu'en fait, elles ont un couloir bien défini, les coulées. Et c'est joli quand ça passe, parce que c'est vraiment assez progressif et c'est foncé et c'est craquelé. Et où il y a ces stries comme ça, tu vois, le rouge, le magma, le feu en fait. Ouais, mais il vaut mieux pas le voir. Bon, en même temps, ça se solidifie assez vite. Ça dépend des coulées de lave. Il y a certaines coulées, elles peuvent couler pendant 2 jours. D'autres, ça peut durer 1 semaine. Et dès qu'il y a le contact avec l'atmosphère, avec l'air, ça va se solidifier. Donc presque, tu pourrais marcher dessus quelques jours après. Oui, enfin, il faut être légère. Ouais, c'est sûr que si je passe moi, autant je tombe. Et là, c'est fini. Plus de chevilles, il n'y a plus d'orteils. Ah, quelle horreur. Bon, enfin, si jamais elle arrive, on court vite, c'est encore la meilleure solution. La gueule à boudin, ça. Ne vous inquiétez pas trop, les amis. L'Etna n'est pas le Vésuve. Le volcan sicilien est un volcan effusif, qui ne crache pas de nuées ardentes, à l'inverse du volcan napolitain, qui lui est explosif. Les coulées de lave suivent des corridors et ne sont dangereuses que si l'on vient au contact. À la différence de ces nuages toxiques qui jaillissent des flancs des volcans explosifs sous l'effet de la pression des gaz accumulés dans la chambre magmatique. Ceux-là sont véritablement dangereux, car ils peuvent être soudains et violents. Mais l'Etna est une montagne relativement paisible, qui évacue régulièrement son trop-plein de lave par ses cratères béants, sans excès ni fureur. D'ailleurs, ses flancs sont parcourus d'innombrables sillons, marquant chacun le passage de la lave lors des différentes éruptions. Et Dieu sait qu'il y en a eu des éruptions au fil du temps, plus de 50 au cours du seul dernier siècle. Vous n'avez donc rien à craindre à gravir ce cône majestueux, cette montagne de feu de près de 50 km de diamètre, dont le nom, l'Etna, dérive d'un mot phénicien signifiant fournaise. À son sommet,
vous trouverez 4 cratères toujours fumants et qui forment les principales bouches du monstre endormi. Mais vous devez vous méfier de la fumée qui s'en échappe, car elle est irrespirable. C'est de la vapeur d'eau, chargée en carbone et en soufre, qui sort de terre à une température très élevée, capable de brûler les poumons en une seule bouffée. Elle est le souffle âcre et acide de la terre qui respire et dont les entrailles en fusion arborent des températures dépassant les 4000 degrés. Tenez-vous-en donc éloigné et admirez ce spectacle infernal qui force à l'humilité. Il offre aux hommes qui le contemplent une image de la création lorsque tout n'était encore que brasier et chaos. Et si vous avez un peu de chance, vous entendrez au fond du cratère fumant les grondements sourds d'Héphaïstos tapant sur sa forge. Car c'est au cœur de l'Etna que le dieu forgeron des Grecs, mi-géant, mi-démon, fabriqua jadis les plus beaux outils d'or, de bronze ou de fer, que les dieux et les héros antiques utilisèrent pour façonner notre monde. Enfin, Paul, on nous avait dit surtout ne montez pas, ne vous mettez pas au bord du cratère, il y a beaucoup trop de gaz, l'air est complètement irrespirable. Mais là, ça va pour l'instant. Le gaz, il passe en dessous. Et là, on est bien. On est bien, c'est parce qu'on a le vent qui va dans notre sens. Mais s'il tourne? S'il tourne, eh ben, on meurt. Sans compter que tu peux avoir des petites projections de scories qui peuvent arriver sur nous. Hein. Quoi? Des boules de feu. Des scories qui partent et qui viennent sur notre zone. Là. Il faut se protéger, faire comme ça. Attends, tu m'avais dit viens, on monte, tu vas voir, c'est calme, l'activité est nulle, c'est pour ça que je suis venue. Ben, si je t'avais dit qu'il y avait de l'activité, tu serais jamais venu et tu n'aurais pas vu ce spectacle. Regarde là, on est sur le cratère central de l'Etna. Paul. Tu m'adores. Ouais. C'est complètement irrespirable. Oh. Regarde ça, tout le gaz. Regarde, tout ce soufre-là qui jaillit de cette paroi. Et en plus, même en face, c'est tout jaune. Et un peu de fumée. Hein. C'est vraiment irrespirable. Ouais, bon, ça va. Tu sais que l'Etna, il est considéré comme un volcan explosif et à la fois effusif. Ah, c'est rassurant. Eh oui, effusif, parce qu'il y a plusieurs épisodes. Quand il s'énerve de temps à autre, eh bien, il y a des coulées de lave qui vont se répandre sur les pentes du volcan et qui vont dévaler. Et ici, ce qu'il y a eu en 2016, c'est qu'il y a eu une grande coulée de lave qui a jailli du profondeur de la Terre, du magma. Et là, elle a débordé, elle a rempli le second cratère qui est juste à côté, qui s'appelle Boccanova. Ah, ça faisait des grosses marmites bouillonnantes, quoi. Et après, la lave est allée dans Boccanova, et de Boccanova, ça a rempli le cratère. Et bien entendu, le surplus a coulé sur les pentes de l'Etna. Oh, écoute, là, c'est des explosions. Mais à l'intérieur, la lave, elle s'est solidifiée. Bien sûr, ça bouillonnait. Et là, les profondeurs étaient chargées de gaz. C'est pour ça que c'était très dangereux. Hein. Une concentration de gaz énorme. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas monter ici. C'était complètement interdit. J'imagine. Parce que t'imagines une explosion d'une force nucléaire. Et là, le volcan, il explose entièrement. Et les villages et les villes aux alentours, catastrophe. Et là, il devait avoir toutes ces boules de feu qui jaillissaient. Les fameuses crostadipanes, comme ils appellent. Eh oui, c'est une bombe volcanique. Regarde, comme celle-ci qui est juste là. Elle est pas mal, hein, si elle te tombe ça sur la tête. Oh là là, là, je crois que même le casque n'y pourra rien. Il y en a partout. Hein. Ça, sont assez petites, parce qu'il y en a des énormes. Regarde, il y en a un petit peu partout, là. Mais ça, c'est quand elles jaillissent du magma en fusion. Elles rentrent dans l'air avec le refroidissement. En fait, elles se solidifient et elles s'éclatent sur le sol. Ouais, c'est ça. Et celles-ci, elles sont belles, regarde.
Là, il y a comme une crosta di pane. On dirait un peu paysan. Et Oui, là, c'est il y en vrai. a une autre qui est encore plus belle. Ouais. Magnifica. Faudrait vraiment pas se les prendre sur la tête, Paul. Mais moi, je les évite. Je pense. Ah ben, tu sais, il y a un peu de gaz, mais ça ne fait rien. On va rester là et on va attendre de voir une petite explosion, une petite éruption de scorie. Ah. Ça, c'est pas dangereux. Et pourquoi pas même un cataclysme. Tu sais que pour vraiment apprécier la vie, il faut savoir se mettre en danger. Eh oui, regarde. Tu la sens, la vie qui coule en toi. Très bien. Oh! Crosta di pane! Oh! Andiamo, no? C'est pas très safe quand même. Ouais, on va aller plutôt au Stromboli. Hein. Ah oui, le stromboli. Ouais. Là. Pas de panique, la bête sommeille. Et les quelques grognements que l'on entend parfois ne sont que l'écho de ses ronflements rauques. Bien sûr, des nouvelles éruptions sont à prévoir dans les années à venir. On observe d'ailleurs à certains endroits du volcan de nouvelles fissures se former. Et l'on sait par expérience que c'est par ces entailles que la lave s'écoulera lors des prochaines éruptions. Elle marquera alors de son sillon le flanc de la montagne, rajoutant une traînée des plus noires au milieu de ce paysage grisâtre où les variations de teintes vont de pair avec l'âge des coulées volcaniques. Puis, la bête s'assoupira à nouveau pour quelques mois ou quelques années. Ce cycle du feu, les Siciliens le connaissent depuis toujours, depuis que les réfugiés de la terre de Troie établirent la première colonie grecque de l'île, depuis que Zeus, régnant sur l'Olympe, exila l'un de ses enfants maudits, Héphaïstos, dans le cratère infernal de cette terrible montagne. Mais ne croyez pas pour autant que ce cycle est une punition divine, non, il n'en est rien. Le volcan est parfois le feu dévastateur qui coule des entrailles de la terre, mais il est avant tout la semence de ce sol si généreux qui alimente depuis toujours les enfants de Sicile. C'est le volcan qui façonna cette terre et la rendit si fertile, faisant de l'île une contrée bénie des dieux.